En 1920, les femmes avaient obtenu le droit de voter et de se présenter aux élections dans presque tout le monde occidental. Des bureaux de scrutin leur avaient été enfin ouverts en Grande-Bretagne, au Canada, en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la grande partie de l'Europe du Nord. Mais pas à Terre-Neuve. Les suffragettes locales devraient se battre 5 ans de plus pour obtenir ce droit. Certaines avaient déjà consacré une trentaine d'années à la cause. La première campagne pour le suffrage à Terre-Neuve remonte à l'automne 1890. Une soixantaine de femmes de St. John's ont formé une section locale de la Women's Christian Temperance Union. La WCTU était une organisation internationale qui cherchait l'obtention du droit de vote pour les femmes. Le mouvement des suffragettes s'intensifie rapidement à Terre-Neuve. Des leaders influentes comme Lady Jeanette Thorburn et Emma Peters, des oratrices douées qui ont des liens avec l'élite politique et commerciale, se joignent à ce mouvement. Bientôt, des filiales de la WCTU ouvrent dans d'autres communautés ici et là dans l'île. Un journal des suffragettes, appelé Water Lily, est lancé. Il y a eu aussi une manifestation publique à St. John's. Le 18 mars 1891, des suffragettes marchent de la Old Temperance Hall sur la rue Duckworth au Colonial Building. Elles remettent au gouvernement une pile de pétitions signées par des gens de partout dans l'île qui exigent que les femmes soient autorisées à voter, mais pas à toutes les élections. Ils exigeaient que les femmes votent seulement aux élections portant sur des questions d'intérêt local. Par exemple, si l'alcool devrait être permis ou non dans une compétence particulière. Mais même ces revendications modestes sont trop controversées à l'époque. Le premier ministre William Whiteway s'oppose au mouvement, tout comme la plus grande partie de ce gouvernement. Le Evening Telegram se prononce également contre le suffrage des femmes. Nous n'avons aucune parole de sympathie ou d'encouragement pour ces dames qui renient leur féminité et pour gagner un peu de notoriété temporaire, se lancent dans les eaux troubles de la politique de parti. Nous demandons, avec le plus grand respect et en toute humilité, que le bon Dieu nous préserve de la terreur de ces agitatrices de forte tête. Le député de la Chambre d'Assemblée pour Bonavista, Donald Morrison, présente un projet de loi sur le suffrage des femmes en 1892, mais la législature le rejette par un vote de 13 contre 10. La même situation se produit l'année suivante. Le journal Water Lily publie les noms de tous les hommes qui ont voté contre le suffrage. Sa rédactrice, Jessie Oman, écrit que ces hommes ne devraient jamais être réélus. Une législature composée d'hommes faisant preuve d'une telle étroitesse d'esprit doit être dissoute. Nous exhortons toutes les femmes de Terre-Neuve d'exercer tout leur pouvoir auprès de leurs maris, de leurs fils et de leurs pères, pour qu'ils refusent d'appuyer aux prochaines élections les hommes qui ont voté contre le suffrage des femmes. En raison de la ferme opposition du gouvernement et de la presse au suffrage des femmes, le mouvement perd de son élan. Vaincus, les membres de la WCTU portent plutôt leur attention sur les œuvres de bienfaisance et missionnaires. On n'abandonne pas entièrement la lutte. Des suffragettes se battent encore dans d'autres parties du monde. Elles remportent une victoire en Nouvelle-Zélande en 1893, suivie d'une victoire en Australie en 1902 et en Finlande en 1907. Des suffragettes font aussi des manifestations en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. Toutes ces démarches font leur chemin jusqu'aux journaux de Terre-Neuve. Bientôt, les sociétés et les clubs locaux commencent à débattre du suffrage. Mais il y a un problème. La plupart des clubs sont réservés aux hommes. Les femmes ne peuvent en devenir membres ni participer à la discussion. Armine Gosling veut changer cette situation. En 1909, elle fonde avec un petit groupe de femmes la Ladies' Reading Room au centre-ville de St. John's. Dans cet endroit, les femmes peuvent lire des revues et des journaux internationaux. Elles débattent de sujets d'actualité et deviennent des oratrices habiles. La salle de lecture a politisé une nouvelle génération de femmes qui allaient diriger le mouvement des suffragettes. Mais avant qu'il puisse y avoir des gains importants, la Première Guerre mondiale éclate.
Le mouvement des suffragettes s'essouffle parce que les femmes de Terre-Neuve et de Labrador répondent à l'appel du devoir. Certaines servent outre-mer comme infirmières et conductrices d'ambulance. Des milliers d'autres restent au pays et se joignent à la Women's Patriotic Association. Elles font la collecte d'énormes sommes d'argent qui s'avèrent essentielles à l'effort de guerre. Des volontaires expédient des fournitures médicales et de la nourriture dont on avait grandement besoin en ligne de front. De plus, elles tricotent des écharpes, des chandails et des bas pour les troupes outre-mer. À la fin de la guerre, les femmes de Terre-Neuve et de Labrador avaient contribué $1 demi-million, ce qui équivaut à environ 6,5 millions de dollars aujourd'hui. La guerre avait démontré que les tâches traditionnelles des femmes, notamment la collecte de fonds, le tricot et la prestation de soins aux autres, s'avéraient d'une énorme importance sur les plans social et économique. Les suffragettes avaient maintenant un solide argument en faveur de l'obtention du droit de vote. Si les femmes contribuaient autant à la société, ne devraient-elles pas avoir aussi un mot à dire dans sa gouvernance? Armine Gosling est l'initiatrice d'un mouvement des suffragettes redynamisées. Elle se joint à d'autres leaders comme Myra Campbell et Agnes Eyre. Il y a aussi Fanny McNeil, une oratrice charismatique et persuasive. Son mari Hector est aussi un fervent partisan du mouvement. C'est dans leur maison du centre-ville de St. John's qu'est née la Women's Franchise League en 1920. Les membres de la Ligue lancent immédiatement une campagne publicitaire. Ils écrivent dans les journaux, font passer des annonces dans les cinémas et font du porte-à-porte dans les maisons et les entreprises. Ils envoient lettre après lettre au gouvernement pour l'inciter à adopter un projet de loi sur le droit de vote des femmes. À l'honorable R.A. Squires, Premier ministre de Terre-Neuve. Monsieur, les promoteurs du mouvement des suffragettes tiennent à attirer l'attention du Premier ministre sur l'attitude incompréhensible du gouvernement à l'égard de la question de l'émancipation des femmes. Comme en témoignent les agissements de 2 membres du gouvernement qui n'ont pas déposé le projet de loi après s'être pourtant engagés catégoriquement à le faire. À l'honorable R.A. Squires, Premier ministre de Terre-Neuve. Cher monsieur, les sous-signées résidentes du district de St. John's-West, qui sont fortement intéressées par le mouvement des suffragettes, vous demandent sérieusement de soutenir le projet de loi lorsqu'il sera déposé en Chambre. Le 4 mai 1921, les membres de la Ligue se rassemblent au Colonial Building et présentent une pétition au gouvernement. La pétition porte 10 000 signatures et réclame que les femmes aient le droit de vote. Le soutien vient aussi d'ailleurs. La même presse qui s'était opposée au suffrage dans les années 1890 l'appuie maintenant. Mais l'attitude est différente dans la Chambre d'Assemblée. Le Premier ministre Richard Squires s'oppose fermement au suffrage des femmes, tout comme plusieurs membres de son parti. Lorsque le projet de loi sur le droit de vote est débattu en Chambre en 1921, il est rejeté par un vote de 13 contre 9. Pourtant, il y a un peu de progrès cette année. La ville de St. John's accorde aux femmes le droit de vote aux élections municipales. 3 femmes se présentent aux prochaines élections du conseil municipal. Aucune d'entre elles n'est élue, mais elles ont des résultats respectables. Julia Salter Earle n'a que 11 votes de moins que le candidat gagnant. Pendant ce temps, la Franchise League continue de faire pression en faveur du droit de vote des femmes. En 1925, il y a de quoi être optimiste. Richard Squires n'est plus au pouvoir, Walter Monroe est le nouveau premier ministre. Il sympathise ouvertement à la cause des suffragettes ainsi que son cabinet. Les membres de la Ligue font des pressions auprès de Monroe pour obtenir son soutien. Le 9 mars 1925, le premier ministre dépose lui-même en Chambre un projet de loi sur le suffrage. Le projet de loi est accepté à l'unanimité le même jour et devient loi en avril. Le 29 octobre 1928, aux premières élections auxquelles elles ont le droit de vote, 90% des femmes admissibles se présentent aux urnes.
2 ans plus tard, la première femme est élue à la Chambre d'Assemblée au cours d'une élection partielle. Ironiquement, il s'agit de Lady Helena Squires, l'épouse de Sir Richard Squires. Le Women's Franchise League continue d'exister, mais sous un nouveau nom, the League of Women Voters. Le travail courageux de dirigeantes du mouvement des suffragettes, comme Fanny McNeil et Armine Gosling, profitera aux futures générations de femmes de Terre-Neuve.